Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ahi, quanto a dir qual era e cosa dura. L'idée clé de l'exposition La Fabrique de Dante était celle de présenter une exposition originale et surprenante, c'est-à-dire de présenter Dante autrement. En 2021, l'année où tout le monde allait célébrer encore plus que dans le passé le fondateur de la langue italienne, le père de la nation et le génie absolu, nous avons tenté de faire descendre l'illustre poète toscan du piédestal, afin de lui rendre hommage à notre façon. L'autre Dante que nous avons eu à l'esprit est aussi celui qui nous échappe encore après 700 ans d'exégèse, une figure qui, malgré les efforts de l'industrie philologique, reste en partie mystérieuse. Ce mystère commence, et ce n'est pas là un détail secondaire, avec l'image physique de l'auteur de la comédie. Cette image, devenue cliché et une sorte de brand, a été en réalité inventée 150 ans après la mort de Dante par Botticelli. C'est ce grand artiste de la Renaissance qui a forgé, fabriqué, l'inoubliable visage du poète avec son nez aquilin et son allure antiquisante, un visage basé sur l'imagination du peintre vu l'absence d'un masque mortuaire gardant les traits de Dante. Le tableau de Tullio Pericoli à l'entrée de l'exposition montre très logiquement un visage diaphane, certes inspiré par le modèle botticellien, qui semble se soustraire à notre vue, comme si le visage véritable était encore à fabriquer. Pericoli, qui identifie les lignes et les formes topographiques de l'Italie entourant la figure du poète comme une forme d'écriture, met en même temps le doigt sur un autre fait essentiel, lié justement à l'écriture. Nous ne possédons en effet pas une seule ligne de la main de Dante, alors que Boccaccio ou Pétrarque nous ont presque inondés de leurs manuscrits et carnets. Aucun manuscrit de la Divine Comédie, aucun texte qui saurait authentifier les innombrables éditions posthumes de l'auteur. Tout ce que nous connaissons de lui, et en premier lieu les textes que nous lisons comme siens, sont des constructions, un corpus fabriqué, surtout au XIVe siècle, par d'autres intellectuels. On peut définir ce travail de reconstruction comme étant philologique, si l'on procède de manière scientifique. Cela peut passer également par les émotions, en faisant résonner l'extraordinaire richesse de la parole dans la comédie. Le terme fabrique indique également le rôle que nous tous jouons en tant que lecteurs du poète florentin. Dante n'est jamais simplement donné. Il faut, afin de le comprendre, s'investir corps et âme, conférer un sens à de textes difficiles qui exigent toute notre attention, jusqu'à ce que nous devenions les co-auteurs du poète de Béatrice. Un exemple pour ce travail conjoint est fourni par les œuvres réunies dans la première section de l'exposition, dédiée à la réception ou fortune de Dante. Si Dante est encore aussi présent, voire omniprésent de nos jours, cela est dû en partie au travail de ceux qui l'ont commenté, cité, pastiché, imité ou traduit. Dans les textes de ces autres auteurs, Dante revit, et le sens de l'original dantesque se transforme sans cesse. Ainsi Ezra Pound, dont les cantos indiquent d'emblée par leur titre la parenté avec les chants de la comédie, a non seulement construit son œuvre en digérant le texte médiéval au sein d'un gigantesque intertexte. Doté d'une fine connaissance philologique, Pound a été aussi l'un des premiers à rappeler tous ces autres Dantes que nous oublions volontiers. Le Dante de la Vita Nova, le Dante du Convivio, celui de la Monarchia, sans oublier le De Vulgari Eloquentia et d'autres écrits considérés comme mineurs, mais qui ne le sont pas du tout. Pound a modernisé et complexifié notre approche de Dante, et Ossip Mandelstam l'a fait aussi, bien que dans des contextes culturels et politiques qui ne pouvaient être plus différents. Là où Pound proposait par exemple de lire la comédie en opposition avec le Convivio, Mandelstam prenait dans sa conversation sur Dante une lecture qui passait, en contraste avec la montagne d'informations inscrites dans les glosses de l'exégèse des philologues, par le retour à l'immédiateté du texte, et même à la sonorité poétique. Mandelstam osa lire le chef-d'œuvre dantesque non pas comme l'extraordinaire encyclopédie que nous connaissons, mais comme un seul grand poème continu, marqué davantage par sa géologie souterraine,
son rythme et sa musicalité, plutôt que par un système théologique ou philosophique ayant servi de structure globale. Et que penser de Jorge Luis Borges, qui fréquenta l'œuvre de Dante déjà en tant que jeune employé, lors de ses déplacements quotidiens entre son habitation et la bibliothèque où il travaillait, et qui fournit dans un bref texte intitulé « Le sourire de Béatrice » une interprétation iconoclaste de la comédie. Borges interprète la comédie comme une gigantesque aventure de compensation et de réécriture d'un passé personnel, voire privé, à la lumière de ce qu'on pourrait considérer un problème psychologique d'un amant déçu. Suivre le trajet en spirale suggéré par les vitrines sur la fortune de Dante équivaut à reconstruire un itinéraire caractérisé par des hauts et des bas, plus discontinus que continus. Il y a eu des époques où Dante avait presque complètement disparu des radars de l'attention culturelle, remplacé par d'autres phares. Des temps où sa réception se réduisait à peu de choses, ou à une négation irrévérente, comme dans le cas de Voltaire, qui voyait en Dante une sorte de bizarre poète barbare. La récupération de Dante, son revival, est un phénomène relativement récent, lié à la fois à la sensibilité romantique et à l'engouement des intellectuels britanniques tout d'abord, et américains par la suite. Nous devons le retour et le triomphe de Dante à Byron, Shelley, Ruskin, et ensuite à Longfellow et à Pound, sans oublier le collectionnisme britannique américain, véritable modèle à suivre et à dépasser dans le cas du dantophile Martin Bodmer. Au rouge qui a été choisi comme couleur de la partie La Fortune de Dante, suit le bleu comme couleur de la section La Bibliothèque de Dante. Les deux couleurs, tout comme l'or de la partie centrale avec les éditions de Dante, sont un clin d'œil aux manuscrits du XIVe siècle qui utilisaient souvent ces trois couleurs. La Bibliothèque de Dante est une construction, un espace mental fabriqué par les commissaires de l'exposition pour indiquer en premier lieu les auteurs et les textes que Dante a dû connaître afin de devenir Dante. L'œuvre du poète de Béatrice est en effet un immense intertexte. On y trouve pas seulement d'innombrables citations et allusions, ce qui va de soi, mais aussi des combinaisons plus qu'étonnantes. Ainsi, dans la comédie, le personnage de Dante ne rencontre-t-il pas que des auteurs du passé, et notamment des poètes, Homère, Horace, Virgile, Stace et bien d'autres, mais aussi des personnages issus des œuvres des auteurs qu'il côtoie dans l'au-delà. Tout le monde connaît le rôle essentiel de Virgile en tant que guide dans l'enfer. Mais Virgile est aussi un exemple stylistique cité et imité dans l'ensemble de l'œuvre. Et il est également le point de départ de la récupération du genre bucolique par Dante. Les 33 objets présents dans les vitrines de cette section appartiennent tous au fond de la Bodmer et ont une qualité en commun. Ils auraient tous pu être compulsés par Dante. En les contemplant, on peut se projeter dans le XIIIe et XIVe siècle et imaginer le poète qui feuillette les codices en prenant des notes et en mémorisant leur contenu. Dante n'a par ailleurs jamais possédé lui-même une bibliothèque de ce genre. Exilé à la merci de ses mécènes et protecteurs, il a dû bâtir sa culture encyclopédique pièce après pièce en utilisant les bibliothèques d'autrui. De par l'intertexte qui l'unit aux autres auteurs, Dante a construit cependant une bibliothèque virtuelle qui représente pour lui en même temps un modèle culturel. La forme la plus élevée d'une vie bien menée est peut-être celle incarnée par le dialogue entre les grands auteurs, une petite famille très exclusive à laquelle il s'intègre de son vivant. La partie La Bibliothèque de Dante est une véritable invitation à la lecture et à la découverte de relations complexes. Homère et Aristote, deux éléments de tout premier ordre de la Bibliothèque de Dante, n'ont jamais pu être lus dans le texte original par l'auteur toscan, étant donné qu'il ignorait le grec. S'appuyant sur des textes latins, parfois par l'intermédiaire de traductions de l'arabe, Dante s'est basé sur un réseau culturel qui représente en dernière conséquence la grande bibliothèque de la culture universelle, une idée qui aurait plu à Borges et qui a été à l'origine de la bibliothèque constituée par Martin Bodmer. Nous voilà enfin au corps de l'exposition, prêt à rencontrer pour ainsi dire Dante lui-même. Le concept de fabrique se matérialise ici dans la succession d'éditions qui vont du manuscrit aux incunables, à savoir les tout premiers livres imprimés contenant ces textes. 3 manuscrits précieux permettent d'imaginer la forme des copies qui faisaient circuler les textes de Dante avant la deuxième moitié du XVe siècle.
La qualité de ces copies nous fait comprendre qu'il s'agit d'objets de grand prestige. C'est sur la base de ce genre de copies que l'identité textuelle, surtout de la comédie, fut établie. D'autres œuvres, par exemple la Monarchia, le traité politico-philosophique de Dante, ne furent connues par le public qu'au XVIe siècle. Comme dans les autres parties de l'exposition, ici aussi, où nous nous sommes limités à 24 objets, nous aurions eu en vérité la possibilité de montrer beaucoup plus d'éditions, sans parler des éditions illustrées ou des traductions qui se comptent par milliers. Notre choix a été en partie dicté par la série des éditions du XVe siècle, qui nous font comprendre comment, à partir de la Princeps de Foligno, de 1472, les livres présentant l'œuvre de Dante évoluent. On trouve dans ce corpus des volumes petits et grands, avec ou sans commentaires, avec ou sans illustration. Chaque édition représente une étape successive dans l'art de publier Dante en un volume et de le rendre accessible. La partie contenant ces manuscrits et ces livres précieux est également marquée par la présence d'œuvres d'art, comme l'exceptionnel tableau de Botticelli déjà mentionné. Dans la vitrine qui le contient, il y a un autre portrait tiré de toute évidence du chef-d'œuvre de Botticelli, ainsi qu'une édition qui présente une variante du visage ayant acquis sa forme classique. Afin de contrebalancer l'atmosphère solennelle et le clair-obscur de la salle, une projection vidéo alterne un extrait du défilé de mode de la collection Dante d'Alexander McQueen avec des séquences tirées d'un film muet étonnant de 1911 réalisé en Italie, L'Inferno. Notre intention était celle de montrer grâce à ce clin d'œil que Dante a pu être traduit dans d'autres médias, comme le film et la mode, et que ces formes contemporaines de réception ajoutent une couche de plus à l'univers Dante en général. La dernière étape de la fabrique de Dante présente un objet exceptionnel, accessible en première mondiale dans une exposition. Il s'agit du seul document officiel mentionnant le nom du poète florentin de son vivant, un document administratif de 1320 lié à une affaire plutôt sordide. Les Visconti, seigneurs de Milan, ont en effet décidé en 1319 de charger Bartolomeo Cagnolati, un clerc à leur service, d'aller à Vérone et de préparer avec un médecin de cette ville une statuette en argent, afin de tuer le pape Jean XXII à Avignon. La statuette, probablement imbibée d'un extrait d'Aconine Apelle, une plante alpine particulièrement toxique, aurait dû être employée dans une sorte de rite voodoo dans le but de se débarrasser de Jean Duez, c'est là le vrai nom de Jean XXII. Trahis par le clerc envoyé à Avignon, les Visconti furent condamnés à mort en contumace et excommuniés. Le document juridique de 1320 relatant justement tous les éléments de l'action déjouée par l'entourage de ce pape haut en couleur. Il avait, entre autres, inventé le tarifaire des indulgences. Dans le texte notifiant la déposition de Cagnolati, apparaît à un certain moment le nom de Dante Alighiero de Florentia. Bien que la déposition le décharge, selon les dires de Cagnolati, Galea Visconti aurait affirmé que jamais au monde il aurait confié la tâche d'amener la statuette à Avignon à Dante, notre poète reste en quelque sorte lié à ce milieu étrange. Ou peut-être pas si étrange que cela, si l'on tient compte du rôle de la nécromancie dans la culture de l'époque, une activité divinatoire liée aussi à l'astronomie et à la médecine. Or, Dante n'a pas seulement été un excellent connaisseur de la médecine, mais aussi, c'est là l'essentiel de l'aventure racontée dans la comédie, en contact direct avec les morts, qui lui parlent et révèlent des éléments du passé et du futur. Rapprocher Dante de la nécromancie n'équivaut point à le transformer après coup en un personnage de la Gothic Novel ou à la Dan Brown, mais cela pose quand même problème. Comment mettre ensemble et penser ensemble la somme philosophique et théologique incarnée par la comédie, son sérieux extrême et son idée de justice, avec des pratiques humaines trop humaines qui fascinaient presque tout le monde à l'époque? Ici aussi, comme dans la totalité de l'exposition structurée sur la base de la numérologie, 33 plus 24, ce qui rappelle le goût de Dante pour les relations mathématiques. Ici aussi, notre intention a été celle de complexifier l'image de Dante et d'ouvrir de nouvelles fenêtres sur une œuvre qui ne cesse de nous surprendre et de nous interpeller.